Bonne nouvelle, le trafic sur l'axe routier Bamako-Ségou ne sera pas interrompu pendant l'hivernage. Des ponts métalliques ont été construits sur les voies de déviation pour maintenir la fluidité du trafic pendant les travaux de réhabilitation de la route. Mercredi 20 juin, c'est la journée internationale des réfugiés. On enregistre 15 300 réfugiés au Mali et environ 200 000 réfugiés maliens dans les pays voisins. Thème de la journée, un seul réfugié privé d'espoir, c'est déjà trop. En Égypte, Hosni Moubarak est entre la vie et la mort. L'agence de presse nationale a annoncé ce mercredi la mort clinique de l'ancien président égyptien. Il a été victime hier d'une attaque cérébrale. Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 20 juin, comme tous les mercredis, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire. C'était à la primature sous la présidence du Dr Cheikh Modibo Diarra, Premier ministre. Ibrahima Diambélé, bonsoir. Bonsoir, Ndaï Sissoko. Avec vous, donc, le Conseil des ministres du jour qui a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Tout à fait. Bonsoir, mesdames et messieurs. Au chapitre des mesures législatives sur présentation du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant protection des données à caractère personnel en République du Mali. L'essor considérable que connaissent aujourd'hui l'informatique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication s'est opéré dans notre pays en l'absence de législation appropriée permettant d'en encadrer efficacement les enjeux. En effet, les diverses applications de l'informatique, notamment à travers l'Internet et les satellites, les données et informations de toutes sortes qu'ils véhiculent en permanence à travers le monde, constituent souvent de sérieuses menaces pour la vie privée et la sécurité des personnes. Alors que la Constitution affirme, sous réserve des conditions prévues par la loi, l'inviolabilité de la vie privée, du secret, des correspondances et des communications. L'adoption du présent projet de loi permettra d'assurer à toute personne la protection de ses données personnelles, c'est-à-dire toutes les informations existant sur elle sous différentes formes permettant de l'identifier directement ou indirectement par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité. Le projet de loi portant protection des données personnelles énonce les principes qui régissent le traitement des données personnelles, fixe les règles qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données et définissent les conditions de leur transfert vers un État étranger. Il reconnaît à toute personne le droit d'accès aux données qui la concernent, de les rectifier et aussi de refuser de figurer dans un traitement. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il est créé une structure indépendante dénommée Autorité de protection des données à caractère personnel qui a également pour mission de participer à la réglementation du secteur. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la gouvernance et des réformes administratives et politiques, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant code de déontologie des agents de l'assainissement et du contrôle des nuisances et de la pollution. À la suite des événements de mars 1991, l'administration publique malienne a été fortement interpellée pour son faible intérêt en faveur de la satisfaction des usagers. Il a été reproché des pratiques et comportements négatifs qui sont incompatibles avec la volonté d'édifier un état de droit et les agents du secteur de l'assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances n'avaient pas échappé aux critiques des populations. Afin de corriger cette situation, les autorités ont entrepris la mise en place d'un code de déontologie des agents de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances. Le dit code est un référentiel de conduite qui fixe les normes de comportement en termes d'obligations ou d'interdictions auxquelles les agents de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances doivent se conformer. Il permettra en outre d'orienter les agents dans leurs activités quotidiennes, d'augmenter l'efficacité du service par rapport aux attributions qui sont assignées aux agents d'une part et de leur conférer des règles en matière d'intégrité, de conduite et de vertu professionnelle et morale d'autre part.
L'adoption du projet de décret s'inscrit dans le cadre des actions initiées par le gouvernement pour le renouveau de l'action publique et la lutte contre la pauvreté. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants. Secrétaire général, colonel-major Mamadou Idrissa Koulibaly. Au titre du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et des réformes administratives et politiques, directeur des finances et du matériel, Baïba, ingénieur de la statistique. Au titre du ministère de la Santé, chef de cabinet, Abdoulaye Chaba Sangaré, inspecteur des impôts. Au titre du ministère de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme, secrétaire général, Al-Hadi Koïta, administrateur des arts et de la culture. Conseiller technique, Madame Si Awadialo, administrateur civil. Chargé de mission, Madame Hati Younoussa Maïga, journaliste. Directeur des finances et du matériel, Madame Ba Aïssata Kone, administrateur civil. Au titre du ministère de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies, directeur général de l'Office de radio-télévision du Mali, ORTM, Baba Dagamaïssa, journaliste, réalisateur. Au chapitre des communications, au titre de la primature, le Premier ministre a informé le Conseil des ministres des rencontres qu'il a initiées le mardi 19 juin 2012 avec les acteurs politiques nationaux pour évoquer les moyens de relever les défis de la transition et leur faire part de son intention de mettre sur pied un comité élargi de concertation destiné à servir le cadre de dialogue. Ce comité, qui regroupera aussi des représentants de la société civile, des dignitaires religieux, des opérateurs économiques et des militaires, sera le lieu d'échange régulier avec le gouvernement sur la marche de la transition, notamment la restauration de l'intégrité territoriale et l'organisation d'élections libres, démocratiques et crédibles. Le Premier ministre a également informé les membres du Conseil des visites qui l'ont conduit successivement en Algérie et en Mauritanie, où il a été reçu par les présidents Abdelaziz Bouteflika et Mohamed Abdelaziz, respectivement le 12 et le 16 juin 2012. Il a été question avec les autorités de ces pays des voies et moyens pour aider le Mali à sortir de la guerre. Le Premier ministre s'est également rendu en France pour y rencontrer le président par intérim, Dioncounda Traoré, et s'enquérir de son état de santé. Au cours de cette visite, il a eu des entretiens avec les autorités françaises qui ont réaffirmé leur attachement à l'intégrité territoriale du Mali et leur volonté d'appuyer les efforts du Mali dans la résolution de la crise qu'il traverse aussi bien dans un cadre bilatéral que multilatéral. Les prochaines étapes de ces visites sont prévues au Niger et au Burkina Faso. Au titre du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et des réformes administratives et politiques, le Conseil des ministres a examiné une communication relative aux résultats de l'enquête légère sur le niveau de satisfaction des usagers des services publics par rapport aux prestations de l'administration. Depuis plusieurs années, notre pays s'est engagé dans un processus de réforme institutionnelle induite notamment par la démocratisation de la vie publique, la décentralisation, la déconcentration de l'action administrative et la privatisation. Ces différentes mutations ont des conséquences sur le rôle de l'État et les missions des services publics. C'est pourquoi le gouvernement a accordé une place importante à l'adaptation de l'administration au contexte nouveau de la modernisation et de la décentralisation, marqué par l'éveil des citoyens usagers devenus plus exigeants par rapport à la qualité des services publics. La prise en compte des préoccupations des usagers des services publics dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques est un enjeu essentiel de la gouvernance. Dans ce cadre, une enquête de satisfaction des usagers des services publics a été initiée par le Commissariat au développement institutionnel en 2010. Cette enquête visait à qualifier la satisfaction des usagers des services publics. La satisfaction des usagers se définissant comme l'évaluation de sa perception sur le niveau de satisfaction de ses exigences. Elle est subjective, relative et évolutive. Toutefois, des résultats de l'enquête, objet de la présente communication, il ressort que concernant les prestations des services publics, 60% de la population est satisfaite et 39,5% est
insatisfaites. 44,6% des opérateurs économiques se disent satisfaits contre 55,4% d'insatisfaits. Au niveau des collectivités territoriales, 55% des collectivités se déclarent très satisfaites et 45% ont exprimé leur insatisfaction des prestations des services publics. Quant aux agents des services déconcentrés, ils sont 45,3% satisfaits et 54,7% insatisfaits. À l'analyse de ces résultats, il apparaît nécessaire de rehausser la qualité des prestations offertes aux usagers des services publics et de tenir compte des préoccupations des usagers dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. Voilà ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi d'Issy-Soko. Merci Ibrahima. Le trafic sur l'axe routier Bamako-Ségou ne sera pas interrompu en cette période hivernale. L'entreprise chinoise chargée de la construction de l'autoroute entre la capitale et Ségou a construit des ponts métalliques provisoires pour la fluidité du trafic. Par ailleurs, l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de cette route en une fois deux voies, première phase, est de plus de 7%. Le ministre de l'Équipement, des Transports, du Logement et de l'urbanisme était sur le terrain cet après-midi en compagnie de l'ambassadeur de Chine au Mali. Le reportage est de Daouda Sidiki Diarra. Avec comme invité de marque l'ambassadeur de Chine, le ministre de l'Équipement, des Transports, du Logement et de l'Urbanisme est venu voir l'état d'avancement des travaux du projet de construction de l'autoroute Bamako-Ségou et comprendre aussi les problèmes auxquels l'entreprise chinoise est confrontée. Pour le maintien de la circulation et la sécurisation des déviations, cette entreprise a construit deux ponts métalliques qui sont ouverts au trafic. J'avais passé ici le 8 mai pour voir l'état d'avancement des travaux. En ce moment, ceci était arrêté. Et dès lors, nous avons sollicité et obtenu de la partie chinoise la reprise des travaux. Les ministres et son hôte du jour ont constaté le redémarrage effectif du chantier avec le redéploiement des experts chinois après leur rapatriement dû aux événements de mars dernier. Je salue également la disponibilité de l'ambassadeur qui a pratiquement accepté personnellement d'être avec nous ici. Cela présage vraiment du bon climat de coopération entre le Mali, est-ce que vous voyez, et la Chine. Cette route est très très importante pour le trafic au Mali. Et si vous voyez, à l'exception d'une seule région, c'est-à-dire celle de Caille, cette route dessert pratiquement toutes les autres régions du Mali. Je crois que l'entreprise chinoise a fait des efforts pour qu'on puisse démarrer ce chantier. On est bien conscient que cet axe Bamako-Ségou est très importante pour le Mali. Je crois que l'entreprise a des déterminations de avancer ces travaux. Depuis le 31 mai 2012, des travaux de terrassement d'études géotechniques ont repris. Il en est de même pour les études hydrologiques et hydrauliques, ainsi que les levées topographiques, afin de ne pas perturber le déroulement normal des travaux liés au problème de paiement des prestations de la mission de contrôle. Le ministre dit avoir pris des dispositions. Cette première phase de réhabilitation est financée à hauteur de 73 milliards de francs CFA, financée par la Chine. Voilà, pas d'interruption sur la voie Bamako-Ségou. 20 juin, c'est la journée internationale des réfugiés. Un seul réfugié privé d'espoir, c'est déjà trop. C'est le thème retenu pour commémorer l'événement. Au Mali, on dénombre 15 300 réfugiés sur le sol malien, donc, et 200 000 réfugiés maliens sont dans les pays voisins. La journée au Mali a été célébrée, organisée donc par l'Association des anciens volontaires des Nations Unies en collaboration avec le Haut Commissariat aux réfugiés, Bureau du Mali. Le reportage est de Alpha Maïga. Un réfugié, selon le dictionnaire, est une personne qui a dû quitter son pays d'origine pour fuir un danger. Et elles sont aujourd'hui nombreuses à travers le monde, les personnes vivant ce genre de situation. C'est pour cette raison que tous les ans, on célèbre le 20 juin une journée consacrée aux réfugiés. Ainsi, l'Association des anciens volontaires des Nations Unies, en collaboration avec le HCR, Bureau du Mali, n'est pas restée en marge de l'événement. Cette année, le thème retenu par le Bureau UNHCR Mali pour commémorer la journée du réfugié 20 juin 2012
est un seul réfugié privé d'espoir, c'est déjà trop. DHR a décidé de marquer ce 20 juin en lançant une nouvelle campagne visant à promouvoir la tolérance envers les réfugiés, avoir de l'empathie et la compréhension envers le réfugié. Cette année a été aussi marquée au Mali par le rapatriement le 15 mai de 105 Ivoiriens dans leur pays d'origine. Il y a eu aussi l'enregistrement d'environ 12 000 réfugiés mauritaniens dans la région de Caille. DHR est en train de préparer en amont le retour d'environ 200 000 réfugiés maliens qui sont dans les pays voisins. Pour leur part, les réfugiés vivant en terre malienne ont saisi l'occasion pour faire part de leur reconnaissance et surtout leur solidarité envers le peuple malien suite à la crise qui prévaut présentement dans le pays. Nous avons un seul vœu le plus ardent. C'est le retour de tous les déplacés et réfugiés maliens à la maison. Et que le 20 juin 2013, nous nous retrouvions ici pour célébrer ce retour définitif à la maison qui est le symbole de la paix retrouvée par le Mali. Être réfugié n'est pas une fatalité, même si cela peut arriver à tout le monde. Ainsi, les 15 300 réfugiés vivant ici au Mali, en attendant leur retour dans leur pays d'origine, ont opté pour certaines activités génératrices de revenus. Ces activités concernent les métiers d'art et la musique. Le deuxième convoi humanitaire du corridor est arrivé à Tombouctou sous la supervision du Haut Conseil islamique. Les 150 tonnes de céréales, les médicaments et les légumes sont destinés aux populations des 5 cercles de la région. L'importante quantité de vivres a été réceptionnée par les commissions locales de distribution. Reportage de Yaya Tandina. Ce deuxième convoi du corridor humanitaire est arrivé à un moment où les populations de Tombouctou sont confrontées à des difficultés céréalières. 150 tonnes de céréales, des médicaments, produits légumineux et des non-vivres constituent l'aide apportée par l'État malien, le Coran et le Haut Conseil islamique aux populations de Niafenké, Gundam, Diri, Rarousse et Tombouctou en 6e région. Pour les responsables de la mission, ce geste atteste toute la solidarité qui a toujours prévalu entre les frères maliens. Au niveau de la population, il y a un engouement, on sent que vraiment la solidarité est là entre la population malienne et puis l'Ansar Dine aussi, qui nous a permis de sécuriser la route, a fait de son mieux. Depuis Douanza jusqu'à la ville d'ici, jusqu'au magasin, ils sont avec nous. Et vous avez vu, cette fois-ci, nous avons eu beaucoup de peine dans la route, avec les camions qui nous ont amenés. Jusqu'à présent, plus de 6 jours, nous sommes en route. Donc, sur ce côté, nous avons eu beaucoup de problèmes. Mais quand même, il y a un changement positif. Ces vivres rationnellement repartis, ainsi chaque cercle a délégué des éléments pour acheminer les quantités, soit par camion, soit par pinasse. On va arriver à bon point parce que nous allons quand même suivre la répartition d'ici jusqu'au niveau des villages. On va essayer de faire ce que le Haut Conseil plus le comité de crise va faire pour que les dons puissent arriver à bon point. Pour les populations de Tombouctou, cette action humanitaire est salutaire et doit être consolidée. Solidarité toujours en 5e région. La Direction générale de la protection civile et les clubs Rotary du Mali viennent d'apporter leur soutien aux populations déplacées du nord de notre pays en leur apportant des kits d'hygiène, des latrines UNICEF, du savon et des vivres. La remise a eu lieu dimanche dernier à Sévaré. C'était en présence de notre reporter Moustapha Doumbia. Le don humanitaire de la Direction générale de la protection civile est un appui de l'UNICEF en direction des populations déplacées du Nord. Il est composé de 80 kits d'hygiène, 58 latrines UNICEF, entre autres. Son coût est d'environ 4,5 millions de francs CFA. Il fait suite à une mission de la Direction générale de la protection civile qui s'est achevée en début du mois de mai. Il ressort du rapport d'évaluation de cette mission que des inquiétudes avaient été exprimées par les locataires de ces sites par rapport aux conditions d'hygiène et d'assainissement, c'est-à-dire insuffisance et inadaptation socio-culturelle à l'utilisation des toilettes modernes. Aussi, il avait été question du respect des normes sphères
dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. Les dons des clubs Rotary du Mali est constitué de 7 tonnes de vivres et 16 cartons de savon pour un coût global de 3 200 000 francs CFA. Les Rotary Club du Mali ont tenu à être présents physiquement pour apporter leur modeste contribution pour aider à soulager les peines de nos braves populations déplacées. Et ceci n'est qu'un début, car un vaste mouvement de solidarité est en train de s'organiser au-delà des clubs du Mali à travers le monde. Les dons dont vous venez de faire la remise symbolique, soyez-en persuadés, seront utilisés à bon escient pour les populations ici présentes devant vous sur le site d'hébergement des personnes déplacées, mais au-delà de ce site, pour l'ensemble des déplacés. A noter que le nombre de déplacés recensés à ce jour à Mopti est d'environ 30 000 personnes. Hors de nos frontières, Hosni Moubarak est entre la vie et la mort. L'ancien président égyptien, emprisonné depuis un peu plus de 2 semaines, a été victime d'une attaque cérébrale hier. Annonce faite par l'agence de presse nationale qui parle d'une mort clinique ce mercredi. Alors que l'Égypte est au chevet d'une transition démocratique, l'annonce de la mort clinique d'Hosni Moubarak crée la confusion au Caire. Une clameur s'élève, place Tahrir. L'agence de presse nationale vient d'annoncer la mort clinique d'Hosni Moubarak. Alors que l'Égypte est au bord du chaos politique, cette nouvelle prend un écho bien particulier car la rue dénonce justement la confiscation du pouvoir par les militaires. On ne veut plus rien de lui ou de sa famille. On veut qu'il nous laisse tranquilles. Le peuple en a assez de tous ces gens. Il y a encore des partisans dans les rues, dans les écoles, dans les parcs, il y en a partout. Moubarak, ce n'est pas juste une personne, c'est tout un système de surveillance qui travaillait pour lui. Le Raïs se trouverait dans le coma, placé sous assistance respiratoire dans cet hôpital militaire du Caire. La santé d'Hosni Moubarak aurait commencé à décliner après son incarcération, apparemment sujet à des dépressions aiguës et de l'hypertension. L'attente se passe dans un calme très relatif, mais les tensions montent rapidement dès que pro et anti-Moubarak se rencontrent. Des présidents comme Moubarak, il n'y en a pas deux. C'est l'homme de la guerre et de la paix. On ne parle que de l'argent qu'il a pris, mais ils ont oublié l'histoire. C'est lui qui nous a apporté la victoire. D'autres, en revanche, pensent que la mort d'Hosni Moubarak va permettre d'apaiser les esprits. C'est sûr, la mort de Moubarak va calmer les choses. Les gens voulaient sa tête. Cette mort va apaiser les tensions, ça ne fait aucun doute. La presse titre sur les 48 heures les plus critiques de l'histoire du pays. En pleine effervescence, l'Égypte attend également la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Le sommet du G20 qui vient de s'achever au Mexique souhaite une Europe plus unie face à la crise. Après 2 jours de discussion, le communiqué final donne quelques pistes à l'Europe qui a été priée de se mettre d'accord sur un plan d'action concret, notamment en mettant en œuvre une union bancaire pour stopper la contagion et rassurer les marchés. Le sommet du G20 donne également la priorité à la croissance économique. Les dirigeants de la zone euro sont sommés d'agir rapidement pour résoudre les défaillances et recapitaliser les banques. Réunis au Mexique, les dirigeants du G20 ont une fois de plus affiché leur volonté d'agir collectivement face à la crise. Mais 4 ans après la faillite de la banque Lehman Brothers, rien n'est vraiment réglé. L'économie européenne est toujours entraînée par une spirale de la dette et de la récession. Accusée de mettre en péril l'économie mondiale, l'Europe est sommée de résoudre rapidement ses crises bancaires et monétaires par une plus grande intégration fiscale et budgétaire, avec toujours une forte inquiétude pour la Grèce et l'Espagne. Nous allons tenir notre promesse de ne pas dépenser plus que nous gagnons et nous voulons une Europe plus intégrée, forte, d'une véritable union bancaire et fiscale. Les pays du G20 ont appelé les rares économies excédentaires comme l'Allemagne ou la Chine à soutenir la croissance mondiale. Le président français a été conforté dans sa volonté de relancer la croissance, une priorité clairement affichée dans le communiqué du G20. Pour François Hollande, l'Europe aura à apporter ses propres réponses à la crise le 28 juin prochain lors du sommet européen de Bruxelles. Nous nous sommes fixés 3 volontés communes. La croissance,
la stabilité financière et la responsabilité budgétaire. J'ai bon espoir que sur la base d'une coopération renforcée, à quelques pays, la taxe sur la transaction financière va entrer rapidement en vigueur. Priorité à la croissance donc, mais les marges de manœuvre sont faibles. Les relances budgétaires massives, préconisées ces dernières années par le G20 suite à la crise financière, ont certes évité des récessions brutales, mais elles n'ont fait qu'aggraver l'endettement américain et européen. Retour à l'actualité nationale avec tout d'abord ce communiqué. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra demain jeudi 21 juin et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle de délibération Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations sur plusieurs projets de loi intéressant la vie de la nation et sur des communications. Le président de l'Assemblée nationale s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Le premier secrétaire chargé du budget à l'éducation à l'ambassade des Pays-Bas au Mali est en fin de mission dans notre pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lui a remis cet après-midi des cadeaux, dont un chihuahua, symbole de bravoure et de l'excellence. Un geste qui témoigne de la reconnaissance du Mali à l'endroit de Joris Van Bommel pour les efforts déployés en faveur de l'éducation pendant 3 ans. Après ces années de service, le chef de file des partenaires techniques et financiers se dit fier du travail accompli, notamment dans le domaine de l'appui budgétaire sectoriel. Selon Bommel, l'accent doit être mis sur certains points dont l'initiation des enfants à l'écriture et à la lecture afin d'offrir une éducation de qualité aux tout-petits. Joris Van Bommel s'en va à Washington mais restera en contact avec les Maliens puisqu'il est désormais conseiller au partenariat mondial pour l'éducation. Et puis, ce communiqué également apporté à votre attention dans le cadre des préparatifs de la campagne du Hajj 2012. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire convie en réunion demain, jeudi 21 juin à 10h, dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako, les représentants des agences de voyage. Ordre du jour, compte rendu de la mission préparatoire en Arabie Saoudite, dispositions nouvelles à prendre pour le Hajj 2012 et bien entendu divers. Et puis, cette bonne nouvelle pour les assurés de la branche automobile du Mali. Votre assureur dispose désormais de 30 jours maximum pour vous indemniser en cas de sinistre. Passé ce délai, votre assureur s'expose à des sanctions. C'est en substance le contenu de la fonction indemnisation rapide des assurés signée hier après-midi par les directeurs généraux des différentes compagnies d'assurance. Par cette convention, ils ambitionnent d'entreprendre une démarche prévoyant la nécessaire réhabilitation d'un climat de confiance entre les assureurs d'une part et d'autre part entre les assureurs et les assurés. Reportage de Abdraman Maïga. En s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2010-2012, la présente convention favorise la liquidation des sociétés d'assurance tout en renforçant leur solvabilité à travers l'accélération de la cadence de règlement des sinistres. Avec l'adoption de cette convention, un délai de 30 jours sera suffisant pour l'assurer afin d'être indemnisé. Une indemnisation qui concerne les assureurs d'automobiles en République du Mali. Par ce acte, le comité des compagnies d'assurance entreprend désormais une démarche prévoyant la nécessaire réhabilitation d'un climat de confiance entre les assurés d'une part et d'autre part entre les assureurs et les assurés. Elle est obligatoire pour toutes les compagnies d'assurance pratiquant la branche automobile. Elle est matérialisée par la constitution d'une caution bancaire de 15 millions de francs CFA déposée dans un compte ouvert à cet effet par l'association professionnelle. À défaut d'un règlement dans les 30 jours prescrits, une majoration de 10% du montant de la réclamation est accordée à l'assureur qui aurait déjà indemnisé son assuré, preuve à l'appui. À cet effet, toute compagnie défaillante dispose d'un délai de 8 jours pour s'exécuter. Passé ce délai, la division des assurances et les autorités du Code interafricain des marchés d'assurance sont informées des agissements de cette compagnie défaillante. C'est le lieu pour moi d'inviter les compagnies d'assurance ainsi que les courtiers et agents généraux d'assurance à respecter rigoureusement ces nouvelles prescriptions auxquelles je lâche le plus grand prix. Avec ces différentes signatures,
Les directeurs généraux des compagnies d'assurance du Mali démontrent une fois de plus leur engagement à œuvrer pour redonner à cette profession toute sa place dans le développement socio-économique de notre pays. C'est pourquoi d'ailleurs, la gestion technique de la présente convention est confiée à la Commission nationale chargée d'arbitrer tous les conflits nés de l'application ou de l'interprétation de la convention indemnisation rapide des assurés. ONU Femmes et le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie veulent améliorer la position des femmes au sein des partis politiques au Mali. Pour ce faire, un atelier de 3 jours est organisé à leur intention au centre Awa Keita. L'objectif de l'atelier est d'évaluer les forces et faiblesses du cadre de concertation des femmes des partis politiques. Cet exercice doit aboutir à l'élaboration d'un plan d'action pour la période 2012-2013 de cette organisation féminine. Reportage de Mohamed Diarra. Investir dans la promotion des femmes et pour les femmes contribue au développement durable. Voilà la vision du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie. La rencontre de 3 jours qui s'ouvre ainsi est destinée aux femmes du cadre de concertation des partis politiques. Les échanges se tiennent dans le cadre du projet Amélioration de la position des femmes au sein des partis politiques au Mali. Renforcer les capacités du cadre de concertation des femmes des partis politiques est non seulement l'une des conditions de la modernisation de nos systèmes politiques, mais aussi l'une des meilleures façons de promouvoir la participation des femmes aux questions sociopolitiques et économiques pour l'exercice d'une véritable démocratie. La présidente du cadre de concertation des partis politiques a fait une autocritique de 8 ans d'existence de son organisation. Selon Mme Dao Oumoudamele, le cadre de concertation a posé des actes allant dans le sens du renforcement de la cohésion sociale. La volonté affichée des femmes politiques est de faire du cadre de concertation un acteur incontournable de la démocratie malienne. Il nous faut nécessairement pour cela mener la réflexion sur notre fonctionnement afin de l'améliorer et de l'adapter aux défis nouveaux. Le cadre de concertation des femmes des partis politiques a pour but de défendre les droits et les intérêts des femmes de tous les partis politiques, faire la promotion politique des femmes et la réflexion stratégique pour une démocratie plus équitable. Le but de cette rencontre est de jauger les forces et les faiblesses du cadre de concertation des femmes des partis politiques. Cet exercice doit aboutir à l'élaboration d'un plan d'action pour la période 2012-2013. Et oui, il faut compter avec les femmes. D'ailleurs, nous restons avec elles. Le réseau des femmes entrepreneurs pour le développement vient de boucler son atelier sur le diagnostic institutionnel et organisationnel. L'atelier avait pour but de renforcer les capacités de ses membres évoluant dans les secteurs privés. Compte rendu de Sorona Kamisoko. L'entrepreneuriat féminin constitue l'un des facteurs non négligeables dans le développement socio-économique d'un pays, surtout quand on sait que les femmes représentent plus de la moitié de la population active. C'est ce qui justifie cet atelier sur le diagnostic institutionnel et organisationnel. Initié par le réseau des femmes entrepreneurs pour le développement, l'atelier était destiné aux femmes évoluant dans les secteurs privés. Nous pouvons dire à ce jour que notre credo est de promouvoir des emplois pour un nombre de plus en plus élevé de personnes sans revenus, en diversifiant notamment les activités agricoles qui fournissent davantage de plus-value afin de surmonter la pauvreté des femmes dont nous défendons les intérêts. Ces 3 jours de travaux s'articulaient autour de certains axes, à savoir l'analyse des instances du réseau, le rôle des acteurs intervenant dans la vie institutionnelle et organisationnelle du réseau des femmes entrepreneurs pour le développement. Créé en 2006, le réseau des femmes entrepreneurs pour le développement a pour mission de développer l'entrepreneuriat féminin et augmenter la capacité productive des structures membres. À Sikasso, le comité régional de l'interprofession Mangue évalue la campagne écoulée. L'Assemblée générale devra dégager des pistes pouvant rendre plus compétitives les mangues de la 3e région sur le plan national, mais également pour l'exportation. Voilà, j'y arrive. L'atelier est une initiative du programme Compétitivité et Diversification agricole PCDA de Sikasso. Reportage de Sidi Durté. La valorisation des filières agricoles et l'amélioration de leur compétitivité
passe par des activités définies du programme de compétitivité et de diversification agricole PCDA. C'est dans cette optique que la présente Assemblée générale des membres du comité régional interprofessionnel mangue se tient à Sikasso. Une initiative hautement salutaire quand on connaît l'importance de la filière mangue dans la région de Sikasso. L'objectif visé par cette rencontre aujourd'hui, c'est une évaluation à mi-parcours de la campagne. Ils sont environ une trentaine de participants venus des cercles de la région de Sikasso et de la fêtière des transformateurs à prendre part à cette évaluation à mi-parcours, pouvant capitaliser les acquis et assurer une bonne amélioration de la filière mangue. Pour cette campagne 2012, nous avons pu réaliser certaines activités, à savoir la formation sur les techniques de bonnes pratiques agricoles, la formation sur l'information et la sensibilisation sur le guide autocontrôle qu'on avait mis en place il y a quelques années. Plusieurs difficultés ont émaillé le suivi des activités du comité régional de l'interprofessionnel mangue de Sikasso. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. Nous avons eu des problèmes logistiques et également des problèmes d'accès au financement. Donc il faut résoudre dans les meilleurs délais qui rassurent réellement l'approvisionnement et surtout la qualité de nos produits. Cette assemblée générale du comité régional interprofessionnel mangue à Sikasso permettra aux participants d'être informés sur le démarrage et l'évolution de la campagne de 2012 afin d'assurer une meilleure projection sur 2013. À Mopti, le projet de la plateforme nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali était au centre d'une concertation régionale. Des coopératives d'habitat de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Les coopérateurs ont été informés et sensibilisés sur cette préoccupation des responsables de la FENASCO Mali. Un projet de plateforme devra être mis en place très prochainement à Bamako. Jules Sambo-Sissoko nous en dit plus. Cette journée de concertation régionale des coopératives d'habitat de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal visait à informer et sensibiliser les coopérateurs sur la mise en place de la plateforme nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali prévue le 28 juin prochain à Bamako. Par la même veine, identifier les associations et coopératives locales en rapport avec l'habitat. Le projet de plateforme en question est une initiative de la FENASCO Mali dont la finalité est de booster la capacité de plaidoyer et de lobbying du mouvement de l'habitat coopératif au Mali. Le dit projet de plateforme, financé par le PNUD, offre à coup sûr une opportunité pour redéfinir la gouvernance du mouvement coopératif de l'habitat malien. La politique de la décentralisation dans notre pays et l'octroi de la personnalité morale et de l'autonomie financière aux collectivités territoriales décentralisées implique la création de nouveaux rapports au même titre entre l'État et les collectivités qu'entre les collectivités et les coopératives. Cette initiative en cours a été saluée et encouragée par l'autorité régionale. Le gouvernement l'a commencé, vous le savez bien tous, par cette politique qu'on appelle la politique de logements sociaux qui aujourd'hui est devenue une réussite. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, nous comptons des milliers de logements décents construits pour des citoyens à faible revenu. Des échanges ont permis aux participants d'être mieux éclairés sur les démarches et les activités relatives à l'habitat au Mali. À l'issue des travaux, 6 délégués par région seront désignés pour participer à la mise en place de la plateforme nationale de la société coopérative d'habitat du Mali. À présent, sport football, Coupe du Mali de football 16e de finale. Je vous l'ai annoncé hier au compte des rencontres reportées pour raison de pluie. Le Djolibassé et les 11 créateurs se sont imposés facilement devant des adversaires de 2e division respectivement contre Petit Savant et Sony de Gao. En revanche, la surprise est venue de l'élimination du stade malien de Bamako battu 2-1 par la Jeanne d'Arc de Bamako au terme des prolongations. Le résumé des 3 rencontres avec Diara Konaté. La course des Blancs de Bamako pour le trophée de la 52e édition de la Coupe du Mali de football s'arrête au stade des 16e de finale. La Jeanne d'Arc de Bamako l'emporte 2-1. Après le match reporté pour cause des pluies qui était à l'avantage du stade malien de Bamako, la GIA entame la présente rencontre avec détermination. Et Bougadari Famba marque le premier but à la 6e minute.
Le score reste inchangé malgré de multiples tentatives des Blancs jusqu'à la fin de la première période. Les stadistes reviennent avec beaucoup de maîtrise. Ils se créent de nombreuses occasions et finissent par égaliser à la 90e minute. But de Ousmane Cissé. Cet espoir stadiste sera de courte durée, puisque la GIA reprend l'avantage au score à la 90e minute dans les prolongations. But inscrit par Amadou Gapou. 2-1, c'est le score final. Moi, en tant qu'entraîneur, je suis très déçu. Je ne souhaite pas vraiment qu'on s'élimine à cette phase. Mais c'est le football. On va se remettre à la cause et puis on va travailler. Ça fait 4 ans que je rencontre le stade malien seulement en Coupe du Mali. Aujourd'hui, je me suis débrouillé pour faire gagner mon équipe. Ils sont arrivés au bout. Chaque fois, on remonte le but. Jusqu'à la 123e minute, je suis très fier de mes éléments. Juste après, les 11 créateurs ont dominé l'AS Sony de Gao, 11 buts à 1. Pourtant, les visiteurs, malgré le score lourd, ont produit du beau football. Les 11 sont tombés sur une équipe qui s'est battue avec beaucoup d'engagement et de volonté. Sur les 11 buts marqués, Alou Diarra est l'auteur de 3. L'équipe de Sony de Gao sauve l'honneur en marquant un joli but inscrit par Mamadou Alassane. On ne devrait pas venir, mais l'objectif c'est de venir montrer que le Mali est indivisible. C'est pour cela qu'on a voulu participer à la Coupe du Mali. Ce match-là sûrement va leur servir va leur faire du bien. Et espérons parce que là on a vraiment besoin de ça. Autre rencontre rejouée à cause de la pluie est celle qui concerne AS Petit Savant de Kati, vêtu de bleu et le bas assez. Malgré l'état du terrain qui aurait pu leur rendre la tâche difficile, les Rouges de Bamako l'emportent très facilement comme ils l'espèrent. Menés déjà 2 buts à 0, à la pause, les pensionnaires de la 2e division prennent l'eau de tout bord en seconde période. Ils encaissent 5 autres buts, dont 4 de Hamara Fofana. Pour les 3 autres buts, ils sont marqués par Salif Koulibaly, Arafan Sidibé et Sori Ibrahim Bankoura. Nous, on a préparé bien ce match. Ensuite, il faut dire qu'aujourd'hui, certaines choses nous ont favorisé. Le fait que le match a été reporté, on a su bien voir comment ils jouent. Au-delà de la défaite, le petit poussé semble tirer profit. Avec cette qualification, le Djoliba AC, leader du championnat, est désormais sur 3 fronts. Le championnat national, la Coupe CAF et bien sûr la Coupe du Mali. Voilà, 11 buts dans un match de football, c'est vraiment rare. Bravo aux 11 créateurs. En tout cas, beaucoup de buts dans ces 16e de finale. Sport toujours, la 2e édition du festival Sida Foot a eu lieu hier mardi ici à Bamako. À cet effet, Mali Événement, initiateur du festival, a organisé un match de gala entre les joueurs professionnels et les locaux. La rencontre s'est disputée au stade Modibo Keïta en présence du ministre des Sports et en présence de notre reporter Abdul Karim Kaba. Après le succès de la première édition, Mali Événement et ses partenaires ont organisé la 2e édition du festival Sida Foot. Pour cette édition, les initiateurs ont réussi à regrouper 23 joueurs professionnels du Mali et d'ailleurs. Ce n'est un secret pour personne, il n'était pas évident d'organiser la présente édition. Cette 2e édition, c'était important de l'organiser parce qu'il ne fallait pas que l'événement meure. Je suis ravi, surtout la présence d'Alain et les 23 joueurs professionnels du Mali qui ont joué déjà. Ça permet aux autres pays frères de savoir qu'au Mali, aujourd'hui, on a réussi à faire ce match. C'est juste dire à tous ceux qui ont refusé de venir jouer dans notre pays, qui a l'insécurité, on ne peut pas jouer au football. C'est de montrer à ces gens-là déjà que le Mali a réussi à faire jouer plus de 25 joueurs professionnels, donc dans la tranquillité et dans la paix. Donc c'est le plus important pour nous. La jeunesse est la couche la plus touchée par cette maladie qui est le sida. Pour lutter contre cela, le football contribue beaucoup. D'où la motivation des Mali Événements. Malgré l'absence de plusieurs joueurs annoncés, quelques-uns ont tenu à honorer de leur présence. Et parmi eux, l'international burkinabé Alain Traoré. Aujourd'hui, on ne parle pas que de Sida Foot, on parle aussi de la paix au Mali, qui est une bonne initiative. Le Mali, c'est un grand pays, c'est un pays de paix. Donc moi, je voulais coûte que coûte participer à cet événement-là. Au-delà du résultat, l'initiateur s'est dit satisfait de l'organisation de la 2e édition et il compte pérenniser le festival.
Et nous avons décidé de faire de Sida Foot une ONG qui va travailler directement avec l'ONU-Sida. Comme ça nous facilitera d'accéder à d'autres fédérations d'Afrique directement pour travailler. Dans le match de gala qui a opposé les sélections des joueurs professionnels et locaux, c'est l'équipe Star 1 qui a gagné 3 buts à 0 face à... En levée des rideaux, l'équipe de l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, s'est laissée battre par celle du syndicat des commerçants détaillants du Mali, Sinakodem, par 5 buts à 1. Voilà, du sport, nous passons au cinéma, 7e art donc. Il y a de cela 4 mois, jour pour jour, le directeur général de l'ORTM, Bali Idrissa Sissoko, donnait le premier coup de clap de la 2e saison de la série télévisée Les Rois de Ségou. L'ORTM diffusera ce soir le premier épisode de cette fiction qui porte sur ce pan de l'histoire de notre pays, qu'est le royaume Bamanan de Ségou. Produite par l'ORTM, Bricofilm et Sarama Film, les 20 épisodes de cette 2e saison ont été initiés et réalisés par Boubacar Sidibé. Donc après les 45 épisodes de la série Dou et puis Badjene, j'ai pensé faire une série historique qui va parler du royaume Bambara de Ségou, qui a connu l'une des civilisations les plus brillantes au XVIIIe siècle. Donc on a dit qu'on va parler sur 4 rois. Piton, le fondateur du royaume Bambara de Ségou, Ngolo, Mozon et Da, c'est-à-dire une période de 105 ans où ces rois ont connu leur apogée. Les rois de Ségou, 71 première. Action! C'est un geste que nous voulons désormais banal, parce que nous voulons désormais répéter ce genre de geste régulièrement, parce qu'il correspond à la mission que les plus hautes autorités nous ont confiée. Il correspond à notre cahier de charge, c'est-à-dire faire en sorte que la production nationale représente environ 60% des programmes que nous diffusons sur les antennes de la télévision nationale. Donc la série Les Rois de Ségou s'inscrit dans ce cadre-là. Les annonceurs aussi, je leur lance un appel, ils peuvent aussi s'associer à nous parce qu'une série comme Les Rois de Ségou, très bien prisée du grand public, que ce soit à l'intérieur du Mali ou à l'extérieur du Mali, peut permettre aux annonceurs d'avoir de la visibilité pour l'ensemble des produits qu'ils font. Voilà un entretien de Modibo Soirée. À suivre donc ce soir sur l'ORTM, le premier épisode de la série Les Rois de Ségou. Et avant de se quitter du nouveau dans vos librairies, les éditions Diamana mettent à la disposition des lecteurs un nouveau titre intitulé Au fil du temps de M. Elbekaï Ousmane Kounta. Dans cet ouvrage, l'auteur, à travers les villes, les campagnes et les personnages, essaie de scruter la société malienne dans ce qu'elle a de beau et de répréhensif. Voilà donc au fil du temps dans vos librairies à partir donc de demain, écrit par M. Elbekaï Ousmane Kounta. Voilà donc une œuvre de plus à vous procurer. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez dans la mi-journée Sira Batili. Aoué Touré vous donne rendez-vous dans les éditions de 18h et de 20h. Merci de rester sur l'ERTM et merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Merci.